Le bonheur n'est pas un but, c'est une façon de marcher. La plupart des gens le poursuivent comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on obtient en atteignant un certain point de la vie. Mais le stoïcisme enseigne que le bonheur n'est pas atteint, il est construit. Il ne dépend pas du climat, de l'argent ou des personnes qui vous entourent. Il dépend de la manière dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. Parce que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous briser si vous ne lui donnez pas la permission. Nous vivons à une époque où tout semble urgent, où le bruit extérieur dicte ce que nous devrions ressentir. Mais celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son monde. Le stoïcien ne cherche pas à échapper au chaos. Il apprend à marcher à l'intérieur sans perdre son calme. Le vrai bonheur naît lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Ce choix entre réagir ou maintenir le calme définit votre liberté. Cette vidéo ne vous vendra pas de phrases vides. Elle vous parlera de discipline émotionnelle, d'apprendre à vous arrêter avant d'exploser, d'agir avec un but, de remercier même lorsque les choses ne se passent pas bien. Le bonheur n'est pas dans la fuite de la douleur, mais dans l'apprentissage de celle-ci. À travers ces 10 leçons, vous découvrirez que le bien-être ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Parce que lorsque vous parvenez à contrôler votre esprit, vous ne dépendez plus des circonstances. Et c'est là, seulement là, que commence la vraie paix. 1. Questionne tes pensées. Questionner tes pensées, c'est comme allumer une lumière dans une pièce que tu as habitée pendant des années dans l'obscurité. Au début, ça fait mal parce que tu vois le désordre, les fissures, les ombres que tu préférais ignorer. Mais ce n'est qu'en regardant en face ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux commencer à le mettre en ordre. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de combien tu le crois. On nous a éduqués à faire confiance à ce que nous pensons, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Ne crois pas tout ce qui passe par ta tête. Ton esprit ne cherche pas toujours la vérité, il cherche souvent à te protéger, à te justifier ou à te maintenir dans ta zone de confort. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner devient une chaîne invisible. Tu penses que tu n'es pas assez et ton corps obéit. Tu crois que les choses tournent toujours mal et tu commences à ne voir que les erreurs. Le cerveau humain a une tendance naturelle à exagérer le négatif, à fabriquer des scénarios catastrophiques qui se produisent rarement. Mais quand tu apprends à douter de ce que tu penses, tu récupères du pouvoir. Tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu commences à voir la réalité clairement. Imagine que quelqu'un ne te répond pas à un message. Ton esprit, sans demander la permission, commence à construire des histoires. Il ne se soucie plus de moi, il m'ignore. J'ai fait quelque chose de mal. Mais rien de tout cela n'est un fait, juste une interprétation. Questionner tes pensées, c'est arrêter cette réaction automatique et te demander « est-ce vrai ou est-ce juste ce que je crains que ce soit ?» Cette simple question peut te sauver des heures d'anxiété et de décisions impulsives. Les stoïciens pratiquaient l'observation constante de la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque soir sur ses émotions, analysant ce qui l'avait perturbé pendant la journée. Il ne le faisait pas par habitude, mais pour libérer son esprit du bruit. Car celui qui n'examine pas sa pensée finit par en être l'esclave. Apprendre à questionner, c'est apprendre à vivre avec lucidité. Fais-le chaque jour. Quand une idée négative apparaît, ne lutte pas contre elle. Regarde-la en face et mets-la à l'épreuve. Demande-toi si elle est utile, si elle te rapproche du calme ou t'éloigne de lui. La plupart du temps, tu découvriras qu'elle n'était pas vraie, juste un reflet de tes peurs. Et quand tu apprendras à ne pas réagir à chaque pensée, tu auras fait le premier pas vers la liberté intérieure. Parce que contrôler l'esprit ne signifie pas le faire taire, cela signifie le comprendre. Et quand tu y arrives, aucune pensée ne peut te dominer. C'est là que commence le véritable bonheur. 2. Fais moins, mais avec un but. Nous vivons à une époque où tout le monde court sans savoir où ils vont. On confond mouvement avec progrès et productivité avec but. Mais bouger beaucoup ne signifie pas avancer, seulement s'épuiser plus rapidement. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire, de choisir avec sagesse où dépenser ton énergie. Parce que la vie,
ne consiste pas à être occupé mais à être concentré. Pense à un archer qui tire sans viser. Il peut lancer 100 flèches et ne pas atteindre la cible, tandis qu'un autre, qui ne tire qu'une seule flèche, mais avec précision, atteint son but. C'est ainsi que fonctionne l'esprit moderne. Il lance des pensées, des tâches, des promesses et des projets sans direction, essayant de combler le vide laissé par le manque de but. Faire moins ne signifie pas abandonner, cela signifie agir avec intention. Beaucoup de gens se sentent vides, non pas parce qu'ils n'ont pas de temps, mais parce qu'ils l'investissent dans ce qui est faux. Ils travaillent sans relâche, vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes, remplissent leur agenda de rendez-vous qui ne les rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Et à la fin de la journée, même s'ils ont fait beaucoup, ils ont l'impression de n'avoir rien fait. La clé est de s'arrêter et de se demander « Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que cela me distrait simplement de lui ?» Fais moins, mais fais-le bien. Réveille-toi chaque matin avec une direction claire. Si aujourd'hui tu ne peux faire qu'une seule chose, qu'elle soit la bonne, le monde t'apprendra à dire oui à tout. Mais la vraie croissance arrive quand tu apprends à dire non sans culpabilité. Prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu n'as pas à tout faire, tu as juste à faire ce qui compte. Marc Aurèle écrivait que nous ne devrions pas gaspiller notre vie à poursuivre des choses que d'autres considèrent comme précieuses. La société récompense l'excès, mais le sage choisit la simplicité. Faire moins, c'est se rebeller contre l'idée que ta valeur dépend de combien tu es occupé. C'est te rappeler que le calme est aussi une action, que le repos fait aussi partie du progrès et que te concentrer n'est pas te limiter, mais multiplier ton efficacité. Faire moins, mais avec un sens, c'est une forme de respect envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ton énergie est précieuse et que ton temps ne se renouvelle pas. Alors utilise-le avec sagesse. Dans un monde qui te pousse à courir, tu seras différent si tu choisis d'avancer lentement, mais dans la bonne direction. Parce qu'à la fin, le bonheur ne se trouve pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est juste, calmement, avec intention et avec un but. 3. Accepte et lâche ce qui s'en va. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre les mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement. La vie change constamment. Et même si cela fait mal, tout ce qui arrive doit aussi partir. Les personnes, les étapes, les émotions, les opportunités. Rien ne reste pareil parce que rien dans la nature ne le fait. Le stoïcisme enseigne que la résistance au changement est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Nous ne souffrons pas tant pour ce que nous perdons, mais pour l'illusion que quelque chose devait durer éternellement. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que nous épuiser. Quand une relation se termine, quand un plan échoue ou quand la vie prend une tournure inattendue, tu peux résister et t'enfoncer ou tu peux lâcher prise et avancer. Ce qui s'en va laisse de la place à ce qui doit arriver. Mais tant que tu t'accroches à ce qui a été, tu te fermes à ce qui pourrait être. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Sénèque disait que l'homme sage désire ce qui se passe, pas ce qu'il imagine qui devrait se passer. C'est la clé. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. La sérénité arrive quand tu arrêtes d'exiger que le monde se comporte selon tes désirs. Quand tu comprends que la vie ne te retire rien dont tu as besoin pour continuer à grandir, mais seulement ce qui a déjà rempli son but. Parfois, ce que tu perds n'est pas un malheur, c'est un nettoyage. Ce qui s'en va peut faire mal, mais ça libère aussi. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais, comme tout ce qui plaît ne te fait pas forcément du bien. Apprendre à accepter les pertes avec calme est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie comprendre que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut t'enseigner. Chaque adieu, chaque fin, apporte avec lui une leçon cachée qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes de résister. La vie ne consiste pas à contrôler, mais à aller avec ce qui se passe. Le stoïcien ne cherche pas à changer ce qui échappe à son contrôle. Il cherche à changer sa relation avec cela. Lâche les histoires qui n'ont plus de sens. Lâche les culpabilités. Lâche le « et si ». S'accrocher,
c'est rester coincé dans un temps qui n'existe plus. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que la souffrance. Accepter et lâcher prise n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que le bonheur ne dépend pas de garder tout sous contrôle, mais de vivre en harmonie avec le changement. Tout ce que tu as aujourd'hui est temporaire, et ce n'est pas une menace. C'est un rappel pour l'apprécier tant qu'il est là. Parce que quand tu apprends à lâcher prise avec gratitude, la vie cesse de te prendre des choses. Elle commence à t'ouvrir des chemins. 4. Contrôle ta réaction. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, il ne peut pas empêcher la formation des ondes, mais il peut décider de ne pas la jeter. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions. Tu ne peux pas toujours éviter ce qui se passe, mais tu as toujours le pouvoir sur la façon dont tu réponds. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si leur réaction était automatique, comme si chaque provocation méritait une réponse. Chaque critique exigeait une défense et chaque problème nécessitait une explosion émotionnelle. Le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui contrôle sa réaction domine le cours de sa vie. L'esprit réagit avant de raisonner. Il entend un ton désagréable et la colère s'allume. Il perçoit une perte et la tristesse s'allume. Mais entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, disait que dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre attitude face à n'importe quelle circonstance. C'est là l'essence du contrôle émotionnel stoïcien, répondre à partir de la raison et non de l'impulsion. Chaque fois que tu te laisses emporter par une réaction, tu cèdes du pouvoir. Celui qui réussit à te faire perdre ton calme te contrôle. La véritable force n'est pas dans le fait de crier plus fort, mais de garder le silence quand tout en toi veut exploser. Cela ne signifie pas te réprimer. Cela signifie observer avec lucidité ce que tu ressens avant d'agir. Les stoïciens pratiquaient la pause, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à des guerres, des trahisons et des pertes, mais il a gardé sa sérénité. Il écrivait que si quelqu'un t'offense, souviens-toi qu'il le fait selon sa perception du monde. Si tu réagis avec colère, tu tombes dans la même erreur. Contrôler la réaction n'est pas seulement une pratique philosophique, c'est une stratégie pour conserver ta paix. Imagine que quelqu'un te provoque. Tu peux rendre le coup ou garder ton calme. La différence n'est pas dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu choisis de faire. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à partir de l'émotion, tu te renforces. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir concentré. Les études actuelles en neurosciences confirment ce que les stoïciens soupçonnaient déjà. Lorsque tu réagis avec colère ou peur, le cerveau limbique prend le contrôle et bloque la pensée rationnelle. Mais si tu attends, si tu respires, si tu observes avant d'agir, le cortex préfrontal, la partie qui raisonne, reprend le dessus. À cet instant, tu passes d'être l'esclave de tes émotions à en être le maître. Contrôler ta réaction, c'est entraîner ton caractère. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela se construit chaque fois que tu choisis le silence sur l'impulsion, la réflexion sur la vengeance, le calme sur le chaos. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la donnes pas. Lorsque tu réussiras à maîtriser ta réaction, rien d'extérieur n'aura de pouvoir sur toi. C'est là la véritable victoire du stoïcien. Ne pas changer le monde, mais rester ferme pendant que le monde se désordonne. Parce que celui qui domine son intérieur a déjà gagné la bataille la plus importante. 5. Choisis le calme plutôt que l'émotion. Le calme est comme un feu contrôlé. Il ne brille pas autant qu'une explosion, mais il maintient la chaleur plus longtemps. Dans un monde qui réagit avec impulsivité et exagération, la sérénité est devenue une forme de rébellion. Tout le monde crie, tout le monde se sent offensé, tout le monde a une opinion, mais peu savent garder l'esprit tranquille lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcisme enseigne que le calme n'est pas une faiblesse. C'est une décision consciente de ne pas laisser les émotions gouverner votre vie. Chaque émotion a une force naturelle. La colère pousse, la peur paralyse, la tristesse consume, l'euphorie distrait. Mais aucune d'entre elles n'est éternelle.
Ce qui les maintient en vie, c'est votre attention. Chaque fois que vous nourrissez une émotion négative avec des pensées répétitives, vous lui donnez du pouvoir. En revanche, lorsque vous choisissez le calme, vous ne niez pas ce que vous ressentez. Vous décidez de ne pas être contrôlé par cela. Le calme ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ressentir sans perdre le contrôle. Un esprit agité crée le chaos même dans les jours tranquilles, tandis qu'un esprit serein peut trouver la clarté au milieu du désastre. Lorsque vous apprenez à rester calme, vous prenez des décisions plus sages, vous parlez avec plus de précision et vous évitez de nuire à ce que vous regretteriez plus tard. Sénèque disait que la colère est une folie passagère, et il avait raison. Combien de fois une émotion momentanée détruit quelque chose qui a pris des années à construire? Le stoïcien ne réprime pas ses émotions, il les observe. Il les laisse passer comme des vagues, sans se laisser emporter. Il pratique le calme comme une discipline quotidienne, pas comme un état passager. Si quelqu'un le provoque, il respire avant de répondre. Si quelque chose tourne mal, il analyse avant de blâmer. Cette pause entre ce que vous ressentez et ce que vous faites est où se trouve la véritable force. La société moderne vous pousse à réagir rapidement, à donner votre avis sans réfléchir, à ressentir sans pause. Mais le calme nécessite une maîtrise intérieure, pas de la vitesse. Il nécessite une force mentale pour garder son sang-froid lorsque les autres perdent le leur. Et ce contrôle, avec le temps, devient respect. Les gens font confiance à celui qui reste serein sous pression, parce qu'il transmet l'équilibre et le véritable pouvoir. Apprendre à choisir le calme est un entraînement constant. Commencez par le quotidien. L'impatience dans le trafic, l'agacement face à un commentaire, la frustration lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Au lieu de réagir, observez. Demandez-vous si cela vaut la peine de perdre votre paix pour cela. La plupart du temps, la réponse sera non. Choisir le calme plutôt que l'émotion est une forme de protection. Vous protégez votre énergie, votre santé et votre dignité. Parce que personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui a perdu son sang-froid. Mais tout le monde respecte celui qui reste calme lorsque l'environnement s'effondre. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise d'elle. Et celui qui parvient à maîtriser cet art trouve un bonheur qui ne dépend pas du bruit du monde, mais du silence qu'il construit en lui. 6. Fluide avec la journée, chaque matin est comme une rivière qui commence à bouger sans prévenir. Tu peux essayer de l'arrêter avec tes mains, mais tu finiras juste fatigué, frustré et trempé. La vie ne suit pas tes plans, elle suit son propre cours. Prétendre tout contrôler est comme nager à contre-courant en pensant que cela te fera avancer. Le stoïcisme enseigne que la véritable force n'est pas de résister au flux, mais d'apprendre à couler avec lui, en t'adaptant sans perdre ton centre. Les gens vivent dans une tension constante parce qu'ils veulent que la journée corresponde à leurs attentes. Si quelque chose change, ils s'irritent. Si quelque chose est retardé, ils désespèrent. Mais le monde n'a pas été créé pour respecter tes horaires. Chaque fois que tu te mets en colère parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu oublies que la seule chose que tu peux vraiment diriger est ton attitude. Le reste fait partie de la rivière. Fluir ne signifie pas abandonner, cela signifie agir intelligemment face à l'inévitable. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui t'arrive était destiné à arriver depuis le début de l'univers, et résister à cela est lutter contre la nature elle-même. Les choses se passent comme elles doivent se passer, pas comme tu le souhaites. Et même si cela semble dur, accepter ce principe apporte une tranquillité qu'aucun contrôle ne peut te donner. Fluir avec la journée, c'est vivre en harmonie avec la réalité, pas avec la fantaisie de comment tu penses qu'elle devrait être. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec le quotidien. Tout ce qui te frustre n'est pas un problème, c'est souvent une leçon déguisée. Si le trafic te retient, peut-être devais-tu apprendre la patience. Si un plan est retardé, cela peut être une opportunité pour réajuster ta direction. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi cela m'arrive, mais pourquoi cela m'arrive. Changer cette question transforme la façon dont tu expérimentes chaque jour. Fluir n'est pas passivité, c'est adaptation. C'est agir sans attachement aux résultats, faire ce qui est en ton pouvoir et lâcher ce qui ne dépend pas de toi.
Épictète enseignait que la liberté est atteinte lorsque tu comprends cette différence. Tu t'efforces, mais tu ne t'obsèdes pas. Tu t'engages, mais tu ne te consumes pas. Et cela ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. Parce que celui qui coule ne se brise pas, il se transforme avec le mouvement. Pense au bambou pendant une tempête. Le vent le plie, mais ne le brise pas. Ensuite, quand le calme revient, il est toujours debout. C'est ainsi que doit être ton esprit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de difficultés, mais de ne pas les laisser te définir. Chaque jour apporte des changements, des imprévus, des surprises, et si tu attends que tout se passe exactement comme tu l'as prévu, tu vivras dans une frustration constante. Mais si tu acceptes le rythme naturel de la vie, tu trouveras la paix même dans le désordre. Chaque jour qui coule est une opportunité de pratiquer l'acceptation, la flexibilité et la gratitude. Tout ne se passera pas comme tu l'espères, mais tout peut t'enseigner quelque chose si tu décides de regarder avec calme. Fluir avec la journée, c'est avoir confiance en ce que, quel que soit le chaos, tu pourras toujours rester ferme. Parce que l'eau qui coule ne stagne pas, et l'âme qui apprend à s'adapter non plus. C'est là la véritable sagesse du stoïcien. Avancer avec sérénité, sans se laisser emporter par le fleuve de la vie, mais en apprenant à se mouvoir avec lui, avec dignité, avec calme et avec un but. 7. Entoure-toi de sérénité. L'environnement dans lequel tu vis façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Être entouré de bruit, de chaos ou de personnes négatives, c'est comme essayer de méditer au milieu d'une tempête. Tu peux avoir la meilleure intention, mais si l'ambiance ne suit pas, le calme s'échappe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit a besoin d'équilibre, et cet équilibre ne se construit pas seulement en toi. Il se protège aussi avec ce que tu permets de t'entourer. Entoure-toi de personnes qui parlent avec bon sens, qui ne nourrissent pas le drame ni ne vivent de la plainte. Être près de ceux qui respirent la sérénité ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais qu'ils savent comment rester fermes lorsque les choses s'effondrent. La tranquillité est contagieuse, tout comme l'anxiété. C'est pourquoi prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton espace. Chaque conversation, chaque lieu, chaque habitude a un poids invisible qui influence comment tu penses et comment tu réagis. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix, mais continuent à vivre dans le bruit. Ils continuent à écouter ceux qui critiquent, ils continuent à s'exposer à des discussions vides ou à des environnements qui drainent leur énergie. Tu ne peux pas espérer de clarté si tu t'entoures de confusion. Marc Aurèle disait que nous devons avoir l'esprit libre d'influence qui n'apporte pas de vertu, car l'âme s'affaiblit lorsqu'elle se mêle au désordre des autres. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te coulent. Créer un environnement serein implique aussi de prendre soin de tes espaces. Ta maison, ta chambre, ton environnement de travail doivent refléter l'ordre que tu cherches en toi. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'harmonie. Un lieu ordonné apaise l'esprit, tandis que le désordre externe amplifie l'interne. Fais de tes espaces un refuge où tu peux récupérer de l'énergie, pas un rappel constant du chaos. La sérénité se cultive aussi dans ce que tu consommes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Si tu passes la journée à remplir ton esprit de bruit numérique, n'espère pas trouver le silence mental. Le stoïcien choisissait avec soin les mots qu'il laissait entrer dans sa tête, sachant que ce que tu nourris grandit. Nourris ton esprit avec des idées qui renforcent ton caractère, pas avec des distractions qui te vident. Entoure-toi de sérénité pour te rappeler qui tu es quand tout s'éteint. Le calme ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en construisant une vie où ce qui t'entoure ne te vole pas la paix. Prends soin de tes relations, de tes habitudes et de tes espaces comme si tu prenais soin d'un jardin. Parce que la sérénité n'arrive pas par hasard. Elle se cultive chaque jour. Et quand tu apprends à la protéger, tu découvres que tu n'as pas besoin de fuir le bruit, parce que tu portes déjà la paix avec toi, même au milieu du monde. Oui, parle avec conscience. Les mots sont comme des graines. Une fois que tu les as lancés, tu ne peux plus arrêter ce qui va pousser. Ils peuvent porter des fruits ou ils peuvent empoisonner le terrain.
Parler sans penser est l'un des actes les plus courants et les plus destructeurs de l'être humain. Le stoïcisme enseigne que ce qui sort de ta bouche doit d'abord passer par le filtre de la raison et du calme. Tout ce que tu penses ne doit pas être dit, et tout ce que tu ressens ne doit pas être exprimé immédiatement. Parler avec conscience est un art, et le maîtriser est l'une des formes les plus pures de discipline mentale. Chaque mot a du poids. L'un peut inspirer, l'autre peut blesser. L'un peut construire des ponts, l'autre peut les détruire. Nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, mais peu veulent comprendre. Les gens parlent plus pour s'imposer que pour communiquer. Le sage, en revanche, choisit le silence lorsque les mots n'apportent rien. Non pas par peur, mais par intelligence. Marc Aurèle disait que nous devons parler seulement quand c'est nécessaire et avec l'intention d'améliorer le silence. C'est la mesure. Parler avec conscience signifie s'arrêter avant de répondre. Te demander si ce que tu vas dire est utile, si cela vient du calme ou de l'impulsion. Beaucoup de conflits pourraient être évités si les gens apprenaient à faire une pause d'une seconde avant de parler. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Et c'est pourquoi la communication devient une compétition d'ego plutôt qu'un échange de compréhension. Les mots ne sont pas oubliés. Une phrase dite avec colère peut rester gravée pendant des années. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te perçoivent, mais tu peux décider du type d'énergie que tu transmets avec ta voix. Quand tu parles calmement, même un désaccord devient constructif. Mais quand tu parles avec colère, même la vérité devient agression. Le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir sa vertu. Parler avec conscience n'est pas toujours se taire, c'est savoir quand et comment parler. C'est comprendre que les mots sans intention sont du bruit, et le bruit ne fait que confondre. Si cela n'améliore pas le moment, ne le dis pas. Si cela ne construit pas, garde le silence. Le pouvoir n'est pas dans le fait de dire beaucoup, mais dans le fait de dire ce qui est nécessaire avec clarté et sérénité. Parle avec le même calme avec lequel tu aimerais être écouté. Tes mots sont une extension de ton esprit, et si ton esprit est en paix, ta voix le sera aussi. Parler avec conscience, c'est agir avec un but, même dans la conversation. C'est reconnaître que chaque mot peut être un outil pour guérir ou une épée pour blesser. Utilise ce pouvoir avec responsabilité. Parce que lorsque tu maîtrises tes mots, tu maîtrises aussi ton esprit. Et lorsque l'esprit est sous contrôle, la paix devient inévitable. 9. Renforce ton caractère chaque jour. Le caractère est comme un muscle invisible qui soutient tout ce que tu es. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Et quand l'adversité arrive, il se brise simplement. En revanche, lorsque tu le renforces chaque jour, rien de l'extérieur ne peut te faire tomber. Le stoïcisme enseigne que le caractère ne se forme pas dans les grands moments, mais dans les petits actes répétés avec discipline. Chaque fois que tu choisis l'intégrité plutôt que la commodité, la constance plutôt que la paresse, ou le respect plutôt que la réaction, tu construis une force intérieure que le monde ne peut corrompre. Les personnes fortes ne naissent pas ainsi. Elles se forgent dans la difficulté. La douleur, la frustration et les échecs ne sont pas des ennemis. Ils sont la salle de sport de l'âme. Chaque épreuve que tu affrontes te donne l'opportunité de te durcir sans devenir froid, d'être ferme sans perdre la sensibilité. Marc Aurèle disait que le feu de l'adversité peut consumer ou purifier. Tout dépend de ce que tu décides d'en faire. Lorsque tu apprends à utiliser les défis comme entraînement, chaque jour devient une opportunité pour te renforcer. Renforcer le caractère ne consiste pas à feindre la dureté, mais à avoir une fermeté intérieure. C'est tenir parole même lorsque personne ne te regarde. C'est agir avec cohérence, même si personne ne le reconnaît. Le caractère se démontre quand il est plus facile de céder, quand personne ne te juge pour avoir abandonné, mais tu choisis quand même de continuer. Cette force silencieuse est ce qui distingue ceux qui parlent seulement de valeurs de ceux qui les vivent. Le stoïcien s'entraîne mentalement comme un soldat se prépare pour la guerre. Non pas parce qu'il désire le conflit, mais parce qu'il sait qu'il arrivera. Et quand il arrive, il ne le surprend pas, il l'affronte avec calme. Renforcer ton caractère, c'est te préparer pour la vraie vie, celle qui ne prévient pas, qui change sans demander la permission, qui teste tes limites quand tu t'y attends le moins.
Si tu attends d'avoir de la motivation pour agir avec fermeté, tu échoueras. Le caractère ne dépend pas des émotions, il dépend des décisions répétées. Chaque jour, tu as des opportunités de l'entraîner. Quand tu choisis de ne pas abandonner face à la fatigue, tu le renforces. Quand tu dis la vérité, même si c'est difficile, tu le renforces. Quand tu décides de rester fidèle à tes principes, même quand personne d'autre ne le fait, tu le renforces. Ce sont de petits actes, presque invisibles, mais ce sont eux qui déterminent qui tu seras quand les choses deviendront difficiles. Le caractère solide ne se remarque pas dans les moments faciles, il se révèle dans le chaos. C'est ce qui te permet de garder la tête haute quand tout semble s'effondrer. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie apporte, mais tu peux contrôler la personne que tu seras face à cela. Et si tu travailles sur ton caractère chaque jour, aucune tempête ne pourra te vaincre. Parce que celui qui est fort à l'intérieur n'a pas besoin de le prouver à l'extérieur. C'est la véritable invulnérabilité du stoïcien, un esprit ferme, un cœur serein et une volonté qui ne se plie pas face à la difficulté. 10. Remercie le présent. La vie passe si vite que beaucoup la vivent en courant vers un demain qui n'arrive jamais. Ils poursuivent des objectifs, des rêves, des validations, et quand ils atteignent enfin quelque chose, ils pensent déjà à la suite. La gratitude est l'art de stopper cette course et de regarder ce que tu as maintenant avec clarté. C'est comme ouvrir les yeux après une longue nuit et réaliser qu'il y a toujours eu de la lumière, mais tu étais trop occupé à en chercher plus. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne vient pas d'avoir plus, mais de nécessiter moins, de reconnaître l'abondance qui t'entoure déjà. Remercier n'est pas un acte de conformisme, c'est une forme de conscience. Cela ne signifie pas que tu renonces à tes objectifs, mais que tu apprends à apprécier le processus sans oublier ce que tu possèdes déjà. Beaucoup se plaignent de ce qui leur manque sans réaliser qu'ils ont déjà ce qu'ils ont un jour désiré. Chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque conversation sincère sont des cadeaux qui passent inaperçus lorsque l'esprit est distrait. Sénèque disait que celui qui n'apprécie pas ce qu'il a est esclave de ce qu'il désire. La gratitude brise cette chaîne. Elle te ramène au présent et t'enseigne que tu n'as pas besoin de plus pour te sentir comblé. Quand tu remercies, tu transformes la façon dont tu vois le monde. Ce qui semblait peu devient suffisant. Ce qui semblait être une routine devient paix. Remercier est aussi une forme de force. Tous les jours ne seront pas bons, mais même dans les jours difficiles, il y a quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissant. La leçon, la résistance, l'opportunité de t'améliorer. La gratitude n'élimine pas la douleur, mais elle l'adoucit. Elle t'aide à voir que même les épreuves ont un sens. Marc Aurèle l'entendait ainsi. Tout ce qui arrive est utile, si tu sais en tirer parti. Le sage remercie même ce qui fait mal, parce qu'il comprend que rien n'arrive sans raison. Pratique la gratitude comme une habitude quotidienne. Au réveil, rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, peu importe leur taille. À la fin de la journée, reconnais ce que tu as appris. Il ne s'agit pas d'écrire des phrases vides, mais de regarder sincèrement ta vie et de reconnaître que malgré tout, tu es ici, respirant, apprenant, grandissant. Cette conscience transforme l'anxiété en calme et la hâte en équilibre. Remercier le présent n'est pas rester immobile, c'est avancer avec paix. C'est marcher en sachant que chaque pas a de la valeur, que chaque moment compte. Quand tu vis avec gratitude, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient un lieu d'apprentissage. Et alors tu comprends, la véritable richesse n'est pas dans ce que tu espères avoir, mais dans ce que tu as déjà et que tu sais apprécier. Parce que celui qui remercie le présent vit déjà en abondance, sans peur du lendemain. Nous vivons entourés de personnes qui parlent joliment, mais agissent de manière vide. Des gens qui disent « tu peux me faire confiance », tout en planifiant comment utiliser ta confiance à leur avantage. Qui promettent d'être là, mais disparaissent toujours quand tu en as le plus besoin. Tu ne le remarques pas au début, parce que les mots sonnent bien, semblent sincères, réconfortent même. Mais avec le temps, tu comprends que beaucoup ne cherchent pas la connexion, ils cherchent le contrôle. Et c'est là que tu dois te réveiller. Parce que celui qui parle beaucoup et démontre peu ne veut pas une relation authentique, il veut un public qui l'admire.
Les mots sont le déguisement le plus utilisé du siècle. Tout le monde peut dire « je suis différent »,« je ne suis pas comme les autres »,« je ne te décevrai jamais ». Mais la cohérence ne s'annonce pas, elle se démontre. Et dans un monde où tout le monde parle d'authenticité, les véritablement authentiques ne le disent plus, ils le vivent. C'est pourquoi cette vidéo ne prétend pas t'apprendre à te méfier, mais à observer. Parce que la différence entre la naïveté et la sagesse est d'apprendre à voir au-delà du discours, à remarquer qui agit quand les lumières s'éteignent. Ici, nous ne parlerons pas de cynisme ou de ressentiment, nous parlerons de clarté. De comment regarder calmement pendant que les autres se précipitent pour parler. De comment distinguer celui qui promet de celui qui tient, celui qui aime de celui qui manipule, celui qui dit « je te comprends » de celui qui est vraiment présent. 8 leçons pour reconnaître la vérité derrière les gestes et les phrases. Parce que lorsque tu apprends à observer sans te laisser aveugler par les mots, tu découvres que l'authenticité ne s'écoute pas, elle se voit. 1. Observe plus que tu n'écoutes. Le silence révèle ce que les mots tentent de cacher. C'est comme une lampe allumée au milieu d'une pièce sombre. Elle éclaire ce que le bruit déguise. Alors que beaucoup se laissent impressionner par ce que quelqu'un dit, ceux qui comprennent vraiment l'être humain regardent au-delà du son, vers le langage qui n'est pas prononcé. Parce que tout le monde peut parler, mais tout le monde ne peut pas soutenir par des actions ce que sa bouche promet. Écouter l'était facile. Observer nécessite de l'attention, de la patience et un esprit éveillé. Les personnes inauthentiques se trahissent dans les petits détails, dans les contradictions que leur discours ne parvient pas à couvrir. Ils promettent la fidélité, mais évitent quand vient le moment de la démontrer. Ils parlent de valeurs, mais les changent selon leur convenance. Ils disent « je te soutiens » et à la première erreur, ils disparaissent sans laisser de traces. Celui qui observe calmement apprend que les mots ne sont qu'une partie de la vérité, et souvent la moins fiable. Le corps, le ton, les silences et les actions sont les véritables traducteurs de l'âme. Si tu veux connaître quelqu'un, ne te concentre pas sur ce qu'il répète, mais sur sa réaction lorsqu'il n'a pas le temps de penser à sa réponse. Observer plus qu'écouter ne signifie pas devenir froid ou paranoïaque. Cela signifie devenir conscient. Parce que lorsque tu apprends à regarder attentivement, tu découvres des modèles. Tu vois comment celui qui feint l'humilité cherche toujours la reconnaissance. Comment celui qui prêche la sincérité souligne toujours qu'il ne ment pas, et comment celui qui dit qu'il ne se soucie pas est souvent désespéré d'obtenir l'approbation. Les actions ne mentent pas, et c'est ce que les faux craignent. Leur pouvoir dépend du fait que tu restes à la surface, que tu crois en leurs mots sans regarder leur comportement. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur des pensées, et cela se reflète aussi dans le comportement. Tu peux dire que tu es juste, mais si tu agis par intérêt, ton essence se révèle tôt ou tard. Tu peux répéter que tu es fort, mais si tu te brises face à la moindre difficulté, les mots perdent leur valeur. Dans la vie quotidienne, cette leçon peut être appliquée de manière simple, mais puissante. Quand quelqu'un te parle de respect, observe comment il traite les autres. Quand il te dit qu'il valorise l'honnêteté, regarde s'il est capable d'admettre ses erreurs. Quand il te dit qu'il t'apprécie, vois si sa présence se fait sentir dans les moments où le silence pèse plus que les mots. Les intentions se lisent mieux dans les gestes que dans les phrases. Et si tu fais attention, tu remarqueras que le langage corporel, les décisions et la constance sont beaucoup plus sincères que n'importe quel discours. Observer plus que écouter te libère des fausses attentes. Il t'apprend à ne pas idéaliser, à ne pas construire de relations sur des promesses vides. Tu apprends à garder le silence pendant que les autres parlent, non pas par indifférence, mais parce que tu comprends que celui qui agit avec vérité n'a pas besoin de s'expliquer autant. Et lorsque tu atteins ce calme, la tromperie cesse de t'affecter, car ton attention n'est plus sur ce que les gens disent, mais sur ce qu'ils démontrent. Dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, la véritable force réside dans celui qui observe sans se laisser emporter par les apparences. Parce que l'observation patiente révèle plus que 1000 confessions, et le temps finit par montrer la vérité que les mots tentent de cacher.
Observe plus, écoute moins, et laisse le comportement des autres te montrer qui ils sont vraiment. C'est le regard du sage, celui qui n'a pas besoin d'explication, parce qu'il a déjà appris à voir la vérité en silence. 2. Lisse ce qu'ils ne disent pas. Les mensonges les plus habiles ne sont pas prononcés, ils sont insinués. Ils sont comme des ombres sur un mur, ils ne font pas de bruit. Mais si tu apprends à regarder, ils révèlent plus que n'importe quel mot. Les gens peuvent contrôler ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils taisent. Le silence, le regard détourné, la pause entre les phrases, tout communique. Beaucoup ne savent pas lire ces espaces vides, parce qu'ils sont trop occupés à écouter des discours bien construits. Mais celui qui apprend à lire ce qui n'est pas dit, découvre des vérités que les autres ignorent. Les personnes inauthentiques ont tendance à cacher leur véritable intention derrière des phrases stratégiques. Ils disent « je te comprends » sans avoir écouté un seul mot. Ce n'est rien quand ils sont pleins de ressentiment. Fais ce que tu veux, en espérant que tu devines leur agacement. Ils ne le disent pas, mais ils le transmettent. Leur ton, leur regard, leur attitude les trahit. Et tandis que d'autres restent à la surface du message, tu peux apprendre à regarder l'incohérence entre ce qu'ils expriment et ce qu'ils émettent sans parler. Lire ce qui n'est pas dit n'est pas du scepticisme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est réaliser que la vérité se trouve rarement dans les phrases longues et polies, mais dans les gestes brefs qui tentent de cacher quelque chose. Quand quelqu'un te parle avec enthousiasme, mais que ses yeux manquent de brillance, il y a une distance entre ses mots et sa réalité. Quand quelqu'un s'excuse rapidement, mais répète le même comportement, le pardon qu'il prononce ne vaut rien. Les mots peuvent être du maquillage, mais le corps ne sait pas mentir. Le stoïcisme enseigne à ne pas se laisser tromper par les apparences. Épictète disait de ne pas juger par ce que tu entends, mais par ce que tu observes avec la raison. Cette leçon est vitale dans un monde où beaucoup parlent par commodité, pas par conviction. Si tu apprends à lire ce qui n'est pas dit, tu comprends le fond derrière la forme. Et alors, tu n'es plus manipulé par des discours émotionnels, parce que ton attention se concentre sur l'essentiel, la congruence entre l'émotion, la parole et l'action. Dans la vie quotidienne, cela signifie ne pas prendre tout au pied de la lettre. Quand quelqu'un promet des changements, observe si ses habitudes le confirment. Quand quelqu'un jure qu'il tient à toi, remarque si son temps reflète ses paroles. Quand quelqu'un te dit qu'il te fait confiance, regarde s'il te laisse vraiment agir librement. Les personnes authentiques s'expriment aussi dans ce qu'elles n'ont pas besoin de répéter. Leur présence est claire, leur cohérence est visible, et leur énergie ne cherche pas à convaincre, juste à être. Celui qui apprend à lire ce qui n'est pas dit gagne en pouvoir. Non pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il comprend la réalité telle qu'elle est. Il ne se laisse plus entraîner par des discours vides ou par de fausses apparences. Il commence à remarquer la différence entre un mot dit pour calmer et une action faite pour construire. Et cela change tout. Parce que quand tu vois l'invisible, quand tu captes ce que les autres passent à côté, tu arrêtes de tomber dans les mêmes pièges. Au fond, lire ce qui n'est pas dit est une forme de liberté. Cela te permet de protéger ton esprit du bruit des autres, de rester en équilibre et de ne pas dépendre du langage pour connaître la vérité. Écoute moins, interprète plus. Ne te laisse pas aveugler par des mots qui sonnent bien, cherche la cohérence qui se sent réelle. Parce que dans un monde plein de bruit, celui qui sait lire les silences a le plus grand avantage. Il comprend la vérité même quand personne ne l'a dit. 3. Ne te laisse pas tromper par des promesses vides. Les promesses vides sont comme des mirages dans le désert. Elles ressemblent à de l'eau de loin. Mais quand tu t'approches, tu ne trouves que de la poussière. Celui qui promet trop, sans avoir la force de le réaliser, te vend une illusion déguisée en espoir. Il te dit ce que tu veux entendre, pas ce que tu as besoin d'entendre. Et si tu n'es pas attentif, tu finis par marcher vers une promesse qui n'arrivera jamais, épuisant ton énergie sur un terrain où il n'y a rien de réel. Le problème n'est pas de promettre, mais de le faire sans conscience. Les personnes inauthentiques utilisent les promesses comme une monnaie émotionnelle, un outil pour te garder près d'eux, pour gagner du temps,
ou pour masquer leur manque d'engagement. Ils te diront « Je vais changer, je te le jure, cette fois-ci sera différente », mais leurs actes les trahissent toujours. Parce que celui qui a vraiment l'intention de le faire n'a pas besoin de jurer, il agit simplement. La parole n'a de valeur que lorsqu'elle est soutenue par la constance. Quand quelqu'un te promet quelque chose, n'écoute pas l'émotion du moment, observe son historique. Le passé ne ment pas, il montre le modèle. Celui qui a échoué de nombreuses fois, sans en tirer de leçons, le fera à nouveau, car sa promesse ne naît pas de la responsabilité, mais du désir d'apaiser la culpabilité. Les promesses vides sont une anesthésie pour la conscience, une façon d'apaiser la tension sans résoudre le problème. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur. Ne place pas ta paix dans ce que les autres disent qu'ils feront. Place-la dans ce que tu contrôles, tes décisions et tes limites. Dans la vie quotidienne, ce type de tromperie est courant. Tu le vois dans les relations, où l'un dit « je ferai tout pour toi », mais ne peut même pas soutenir une conversation mature. Dans l'amitié, quand quelqu'un promet d'être là, mais n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose. Au travail, quand tu entends « fais-nous confiance » et que les actions prouvent le contraire. Les promesses vides sont la façon moderne de manipuler sans en avoir l'air. Elles te lient avec des attentes qui ne seront jamais remplies, mais pendant que tu attends, tu perds en clarté. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais réaliste. Si quelqu'un promet quelque chose, donne-lui du temps, pas une foi aveugle. Observe si l'action arrive sans rappel. Celui qui veut vraiment faire quelque chose ne le reporte pas, il l'exécute. Les personnes authentiques parlent peu et accomplissent beaucoup. Ils n'ont pas besoin d'orner leurs paroles, car leur cohérence parle pour eux. En revanche, les faux remplissent l'air de promesses parce qu'ils craignent le silence, cet espace où les vérités sont exposées. Sénèque disait que les paroles doivent suivre les faits, pas les précéder. Et il avait raison. Si tu as besoin qu'on te croie, prouve-le. Si quelqu'un veut ta confiance, qu'il la gagne. Dans ce monde saturé de discours, l'engagement véritable se reconnaît dans l'acte simple de tenir sa parole, même si personne ne regarde. Protège-toi des promesses vides en accordant plus d'attention aux actes qu'aux déclarations. Si quelqu'un te promet du respect, observe comment il réagit quand il n'est pas d'accord avec toi. S'il promet de l'amour, regarde comment il te traite quand il n'obtient pas ce qu'il veut. S'il promet d'être là, vérifie s'il le fait sans que tu aies besoin de le lui rappeler. Les promesses non tenues sont comme des miroirs brisés. Elles reflètent une image qui n'existe pas. La maturité émotionnelle arrive quand tu ne te nourris plus de belles paroles, mais de comportements cohérents. Tu apprends à arrêter de te faire des illusions avec ceux qui promettent et à valoriser ceux qui accomplissent en silence. Parce que dans un monde plein de belles phrases, l'action est le langage le plus sincère. Laisse les autres dire ce qu'ils veulent, mais toi, reste avec ce qu'ils font. 4. Détecte les mots sans action. Les mots sans action sont comme de la fumée. Ils remplissent l'air, semblent denses pour un instant, mais disparaissent sans laisser de traces. C'est ainsi que fonctionnent les discours de ceux qui parlent beaucoup et font peu. Ils sont spécialistes dans la construction de phrases qui sonnent profondes, mais vides de contenu. Ils te disent ce qui est correct, ce que tu veux entendre, ce qui émeut pour un moment, mais quand vient le moment d'agir, ils restent immobiles. Leur force est dans l'apparence, pas dans la cohérence. Et si tu n'apprends pas à les distinguer, tu finis par croire que la fumée est du feu. Nous vivons à une époque où tout le monde a quelque chose à dire, mais peu ont quelque chose à prouver. Les réseaux sociaux, les conversations quotidiennes, même les liens les plus proches, sont remplis de grands mots qui ne tiennent pas. On parle de loyauté, de valeur, d'amour, de respect, mais la plupart le font sans véritable intention de le vivre. Les mots justes sont prononcés parce qu'aujourd'hui, le langage est devenu une façon d'échapper à l'engagement. Les personnes inauthentiques utilisent les mots comme monnaie émotionnelle. Ils disent « je ne ferai jamais ça ». Je ne suis pas comme les autres. Tu peux me faire confiance, mais leur comportement révèle le contraire. Ce n'est pas qu'ils mentent par méchanceté, mais par commodité. Ils aiment la sensation d'être vus comme fiables sans avoir à porter le poids de l'être. C'est pourquoi détecter les mots sans action nécessite de l'attention, mais surtout de la patience.
Ne juge personne sur un discours, observe-le quand vient le moment d'agir selon ce qu'il prêche. Le stoïcisme enseigne que le caractère se prouve par les actes, pas par les déclarations. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de défendre une idée est de vivre selon elle. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes principes si tes actions les reflètent. Le problème est que beaucoup veulent la réputation d'être vertueux sans le sacrifice que cela implique. Et c'est là que naît l'incohérence que tu dois apprendre à reconnaître. Le décalage entre ce que quelqu'un prétend être et ce qu'il démontre réellement quand personne ne le regarde. Dans la vie quotidienne, cela se voit plus que tu ne le penses. Il est dans celui qui promet de te soutenir et qui devient invisible lorsque les choses se compliquent. Dans celui qui prêche l'honnêteté, mais déforme la vérité chaque fois que cela lui convient. Dans celui qui dit aimer, mais manipule avec culpabilité ou silence. Les mots sans action ne sont pas seulement vides, ils sont dangereux parce qu'ils génèrent de la confusion et te font douter de ton propre jugement. Tu finis par croire que le manque de cohérence est normal, que c'est ainsi que sont les gens, alors qu'en réalité, tu es seulement entouré de ceux qui n'ont pas le courage d'être conséquents. La clé est simple, laisse le temps parler. Ne te précipite pas à faire confiance ni à juger. Observe comment quelqu'un réagit quand il n'a rien à gagner en retour. Observe si ses actions se maintiennent quand personne ne les applaudit. Sénèque disait que le mot ne change pas l'homme, l'action si. C'est la différence entre ceux qui inspirent et ceux qui ne font que prétendre. C'est pourquoi arrête de te laisser emporter par le ton, par l'émotion du moment, par les phrases répétées. Regarde ce qu'ils font quand ils pensent que tu ne les regardes pas. Là, tu sauras qui ils sont vraiment, parce que les faux peuvent maîtriser l'art de parler, mais ils ne pourront jamais maintenir une conduite cohérente trop longtemps. La maturité arrive quand tu apprends à ne pas être impressionné par ce que les gens disent, mais par ce qu'ils démontrent en silence. Dans un monde où beaucoup vivent de mots, être quelqu'un qui agit est un acte de rébellion. Et détecter ceux qui ne le font pas est une façon de protéger ta paix, ton énergie et ta crédibilité. Parce que celui qui ne parle que crée du bruit, mais celui qui agit crée la réalité. Zinc distingue la vérité de la cruauté. Il y a des gens qui confondent sincérité et manque de tact, comme si la brutalité était une forme de vertu. Ils utilisent la vérité comme un couteau, non pas pour libérer, mais pour blesser. Ils te disent « je suis juste honnête », mais ce qu'ils font vraiment, c'est déguiser leur besoin de supériorité sous le bouclier de la franchise. Ils ne cherchent pas à t'aider à grandir, ils cherchent à se sentir supérieur. La différence entre la vérité et la cruauté ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans l'intention avec laquelle c'est dit. Et cette différence marque qui a une conscience et qui aime simplement blesser avec style. Nous vivons dans une société qui a confondu le courage avec la rudesse. On applaudit celui qui dit les choses comme elles sont, même s'il le fait sans empathie ni respect. Mais dire la vérité ne nécessite pas d'élever la voix ni d'écraser l'autre. Cela nécessite de l'équilibre. Le stoïcisme enseigne que la vertu se trouve dans le juste milieu, pas dans les extrêmes. C'est pourquoi celui qui maîtrise sa langue démontre plus de sagesse que celui qui se vante de ne pas avoir de filtre. La vérité sans compassion n'est qu'une forme élégante de violence. Les personnes inauthentiques utilisent constamment cette tactique. Ils te lancent des commentaires blessants sous prétexte de « je veux juste t'aider ». Mais derrière, il y a du jugement, de l'envie ou un désir de contrôle. Ils veulent se sentir nécessaires en te corrigeant, en soulignant tes erreurs, en te faisant douter de toi-même. Ils ne cherchent pas à apporter de la clarté, ils cherchent à te maintenir émotionnellement petit. Et si tu n'apprends pas à reconnaître cette manipulation, tu finiras par penser que tu mérites cette froideur déguisée en honnêteté. Apprendre à distinguer la vérité de la cruauté te donne du pouvoir, car cela t'apprend à ne pas réagir avec culpabilité face à celui qui utilise la vérité comme une arme. Cela te permet de voir l'intention derrière le message. La vérité construit, même quand elle fait mal. La cruauté détruit, même quand elle semble logique. La vérité cherche à guérir, la cruauté cherche à dominer. C'est cette différence qui sépare le sage de l'arrogant.
Dans la vie quotidienne, ce type d'attitude se voit chez celui qui te conseille en critiquant, chez celui qui se moque de tes erreurs sous prétexte d'humour, ou chez celui qui dit « je te le dis pour ton bien » tout en savourant ton insécurité. Ne confonds pas ces personnes avec celles qui te disent vraiment la vérité par amour. La vérité authentique est transmise avec respect, même si elle fait mal, parce que son intention est de t'aider à grandir, pas de te briser. Marc Aurèle disait que l'homme sage ne blesse ni par les mots ni par les actes, parce qu'il comprend que le but de la vertu est de guider, pas d'humilier. Celui qui se sent supérieur a besoin de le prouver par des mots durs, mais celui qui comprend vraiment la vérité ne l'impose pas. Il la montre avec calme. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit qu'il est brutalement honnête, fais attention. Le mot brutal révèle déjà plus qu'il n'imagine. Pour appliquer cette leçon, observe comment tu te sens après une conversation. Si la vérité te fait réfléchir et te pousse à t'améliorer, elle vient d'un endroit honnête. Si elle te laisse confus, petit ou humilié, ce que tu as reçu n'était pas la vérité, c'était de la cruauté déguisée. Apprends à écouter avec sagesse, pas avec vulnérabilité. Toute critique n'est pas constructive et toute sincérité n'est pas bonne. La maturité consiste à savoir discerner entre celui qui te parle avec l'intention de t'élever et celui qui cherche seulement à t'écraser. Distinguer la vérité de la cruauté est une forme d'autodéfense émotionnelle. Cela te permet de t'entourer de personnes qui construisent et de t'éloigner de celles qui déguisent leur amertume en clarté. Tu n'as pas à supporter des mots qui blessent simplement, parce qu'ils sont enveloppés dans le concept de vérité. 6. Méfiez-vous de ceux qui prétendent être authentiques. L'or véritable n'a pas besoin d'annoncer qu'il brille, il le fait simplement. Il en va de même pour l'authenticité. Ceux qui l'ont vraiment n'ont pas besoin de la proclamer. Mais les faux aussi. Ils sont experts pour vendre une image de transparence, pour répéter des phrases comme « je suis comme ça, sans filtre »,« je dis les choses en face »,« je n'ai pas deux visages ». Ils utilisent ces mots comme une armure pour protéger leur ego et comme une stratégie pour gagner rapidement la confiance. Plus ils insistent sur leur authenticité, plus ils vous avertissent, sans le vouloir, que quelque chose ne va pas. Nous vivons à une époque où être authentique est devenu un slogan, une étiquette que l'on utilise pour se démarquer, pas un mode de vie. Les réseaux sont remplis de personnes qui se vantent d'être réelles, mais tout ce qu'elles font est de jouer un rôle pour maintenir une image. Et il en va de même hors de l'écran. Beaucoup prétendent être francs pour justifier leur manque d'empathie ou leur comportement impulsif. Ils ne sont pas honnêtes, ils sont arrogants, déguisés en sincères. La véritable authenticité ne crie pas, elle se perçoit. Le stoïcisme enseigne que le sage n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, car sa valeur provient de la cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait. Marc Aurèle n'a jamais dit « je suis vertueux ». Il l'a démontré en gouvernant avec tempérance. Sénèque ne se vantait pas de sa sagesse. Il la pratiquait dans chaque lettre. Épictète ne parlait pas de liberté intérieure. Il la vivait en étant esclave. C'est la différence entre ceux qui sont et ceux qui paraissent. Les faux ont besoin de se déclarer authentiques parce que leur identité dépend d'être vue, pas d'être fidèles à eux-mêmes. Se méfier de ceux qui prétendent être authentiques ne signifie pas se fermer au monde, mais garder une clarté d'esprit. Quand quelqu'un a besoin de répéter qu'il est sincère, il essaie probablement de vous convaincre parce qu'il ne parvient pas à se convaincre lui-même. La véritable authenticité se remarque dans les petits actes, dans la façon de traiter les autres quand personne ne regarde, dans la façon de réagir face à l'adversité, dans le fait que ses valeurs restent les mêmes quand il n'y a pas de témoin. C'est cette authenticité qui inspire confiance, celle qui n'a pas besoin d'explication. Dans la vie quotidienne, ce type de fausseté se cache derrière des gestes charismatiques. L'ami qui se vend comme transparent mais qui n'accepte jamais les critiques. Le collègue qui se dit direct, mais qui utilise sa franchise pour blesser. Le partenaire qui assure « je suis différent », mais qui répète toujours les mêmes schémas. Tous ont la même marque. Ils utilisent le mot authenticité pour couvrir leur manque de profondeur. C'est une forme de marketing émotionnel. Ils parlent de vérité, mais vivent d'apparence. Quand vous comprenez cela, vous changez votre façon de voir.
Vous n'êtes plus impressionné par les discours sur l'honnêteté, parce que vous savez que la véritable honnêteté n'a pas besoin d'applaudissements. Vous commencez à faire plus confiance au silence cohérent qu'aux déclarations théâtrales. Vous apprenez que les gens authentiques parlent rarement d'eux-mêmes. Ils sont trop occupés à être ce qu'ils disent être. Le monde est plein de masques, mais seuls quelques-uns en sont conscients. C'est pourquoi l'observateur avisé ne cherche pas de belles paroles, il cherche des comportements stables. Quand quelqu'un proclame « je suis toujours moi-même », observez s'il agit de la même manière avec tout le monde ou s'il change en fonction de l'avantage qu'il peut en tirer. Celui qui est authentique n'ajuste pas son caractère à sa convenance. Il peut s'adapter, mais il ne trahit jamais son essence. Se méfier de celui qui prétend être authentique, c'est protéger votre perception. C'est éviter que le charisme ne vous aveugle. L'authenticité ne se démontre pas en parlant, elle se démontre en maintenant la cohérence même quand personne ne la voit. 7. Fais confiance à celui qui démontre, pas à celui qui promet. Les promesses sont comme de la fumée dans la nuit, visibles pour un instant, mais impossibles à attraper. Beaucoup les utilisent pour gagner du temps, pour apaiser ta méfiance ou pour maintenir une image qu'ils ne peuvent pas soutenir. Mais le temps a une vertu, il dévoile les intentions. Ce que quelqu'un dit aujourd'hui peut sembler convaincant, mais seuls les faits répétés démontrent de quoi il est vraiment fait. Ne fais pas confiance à celui qui t'offre le monde avec des mots. Fais confiance à celui qui construit en silence, pas à pas, sans l'annoncer. Nous vivons dans une culture de promesses immédiates. Promesses d'amour éternel, de changement personnel, de projets qui, cette fois-ci, vont fonctionner. Les gens promettent parce que cela sonne bien, parce que cela fait de l'effet, parce que cela donne une sensation d'engagement sans avoir à agir. Mais la confiance ne naît pas des mots, elle naît de la consistance. Les faux confondent dire avec faire et croient que l'engagement commence par une phrase, alors qu'en réalité, il commence par une action répétée, même quand personne ne regarde. Marc Aurèle enseignait que la meilleure façon de juger une personne n'est pas par ce qu'elle dit, mais par la qualité de ses actes. Un homme ou une femme intègre n'ont pas besoin de te convaincre de leur intention. Leur comportement le fait pour eux. C'est pourquoi quand quelqu'un te promet fidélité, amour ou changement, ne le crois pas immédiatement, donne-lui du temps. La vérité se soutient seule. Il n'y a pas de mot si parfait qu'il puisse remplacer la preuve de l'acte accompli. Les personnes inauthentiques sont habiles à manipuler avec des promesses. Ils disent ce que tu veux entendre et utilisent cela pour capter ton attention. Ils te diront « Fais-moi confiance, je ne te décevrai pas. Cette fois-ci sera différente. » Et pour un moment, cela semble crédible. Mais observe comment ils vivent, pas comment ils parlent. Celui qui promet sans démontrer ne fait que peindre un scénario fictif pour gagner ton approbation. Ne confonds pas intention avec action. L'intention ne transforme pas, l'action si. Dans la vie quotidienne, cela se remarque à tous les niveaux. Dans l'ami qui promet de changer son attitude, mais ne le fait jamais. Dans le patron qui promet des opportunités qui n'arrivent jamais. Dans le partenaire qui promet un amour éternel, mais dont le comportement montre de l'égoïsme. Les gens authentiques ne promettent pas autant parce qu'ils comprennent le poids du mot. Ils savent que promettre, c'est s'engager et que tenir sa promesse nécessite discipline et cohérence. Celui qui valorise sa parole la prononce avec soin. Celui qui l'utilise sans mesure finit par perdre toute crédibilité. Faire confiance à celui qui démontre ne signifie pas te fermer aux autres, mais garder tes attentes dans le réel. C'est accepter que la confiance se gagne, elle n'est pas exigée. Sénèque disait que la confiance doit être construite lentement, comme un feu qui est alimenté par des actes, pas par des discours. C'est pourquoi le sage ne se laisse pas emporter par ce qu'il entend, mais par ce qu'il observe en pratique. Apprendre à remarquer le rythme des actions, la constance, la cohérence dans les détails. C'est là que se trouve la vérité. Quand tu fais confiance seulement aux mots, tu deviens l'otage des illusions. Mais quand tu apprends à faire confiance aux faits, tu te libères. Parce que tu n'es plus manipulé par les promesses vides, ni par les gestes théâtraux. Tu commences à mesurer les gens par leur comportement constant, pas par ce qu'ils disent dans leurs meilleurs moments. Celui qui veut vraiment gagner ta confiance ne la demande pas, il la travaille. Et quand quelqu'un démontre par des faits,
Ce que sa bouche tait, là tu peux te reposer sans crainte. Fais confiance à celui qui agit même quand cela ne lui convient pas, à celui qui respecte sa parole parce que son caractère vaut plus que son confort. 8. Crois en les actes, pas en les éloges. Les éloges sont comme des bonbons, doux au début mais vides si tu en consommes en excès. Il y a des gens qui les distribuent facilement, non pas par admiration sincère, mais par commodité. Ils te louent pour être bien vu, pour manipuler, pour adoucir une intention cachée. Ils disent « Tu es incroyable, personne n'est comme toi, tu peux me faire confiance ». Mais derrière ces mots se cache souvent un calcul. Les faux savent qu'un éloge est la façon la plus subtile de baisser ta garde. C'est pourquoi le sage apprend à valoriser plus les actions que les éloges, car il comprend que ce qui est dit peut mentir, mais ce qui est fait ne peut jamais. Dans la vie réelle, l'excès d'éloge est un déguisement. C'est le refuge de ceux qui veulent obtenir quelque chose sans montrer leur véritable intention. Le collègue qui te flatte constamment cherche peut-être à gagner ta faveur. Le partenaire qui te couvre de belles phrases peut cacher son manque de respect quotidien. L'ami qui t'appelle frère mais disparaît quand tu as besoin de soutien ne t'apprécie pas, il t'utilise. Les mots doux sont inutiles quand les actions sont amères. Et si tu n'apprends pas à faire la différence, tu finiras par faire confiance à celui qui parle le mieux, pas à celui qui agit le mieux. Le stoïcisme enseigne que le caractère d'une personne ne se mesure pas par ce qu'elle dit de toi, mais par la façon dont elle se comporte avec toi quand elle n'a rien à gagner. Sénèque avertissait que la flatterie est une forme d'esclavage émotionnel, car celui qui a besoin d'éloges pour se sentir bien devient dépendant du jugement d'autrui. Et c'est dangereux. Quand tu bases ta valeur sur les éloges, tu cesses de voir clairement. Tu commences à croire que celui qui te flatte t'apprécie et tu oublies de regarder si ses actes le confirment. La cohérence se révèle toujours dans le quotidien. Regarde comment quelqu'un agit quand il n'y a pas de public, quand il n'a pas besoin de faire semblant de bonté. Si une personne te loue en public, mais en privé t'ignore ou te dévalorise, c'est là que se trouve la vérité. Si quelqu'un te couvre de belles paroles, mais ne tient jamais une seule promesse, ce qu'il ressent n'est pas de l'appréciation, c'est de la commodité. Les actes ne mentent pas, parce qu'ils ne peuvent pas être fins éternellement. Les mots si, parce qu'ils sont bon marché et faciles à modeler selon l'occasion. Apprendre à croire en les actes et non en les éloges signifie aussi renforcer ton discernement. Laisse le temps te montrer qui est qui. Observe qui apparaît sans être appelé, qui te respecte même quand tu n'es pas là, qui se réjouit sincèrement de tes succès sans ressentir d'envie. Ces personnes n'ont pas besoin de te flatter, car leur respect se démontre par des gestes, pas par des discours. Ce sont ceux qui te disent peu, mais qui font beaucoup. Et dans un monde plein de fausseté, cela vaut de l'or. Les éloges peuvent gonfler l'ego, mais les actions nourrissent la confiance. L'éloge est du bruit. L'action, une preuve. Ne confonds pas l'affection avec la flatterie. Celui qui t'aime ne te dit pas ce que tu veux entendre. Il t'accompagne par des actes, même en silence. Celui qui te respecte n'a pas besoin d'adoucir ses mots. Son comportement le rend évident. Celui qui te flatte pour te gagner, demain te critiquera pour te manipuler. C'est pourquoi croire seulement en ce qui est démontré est une forme de protection émotionnelle. Marc Aurèle a écrit que la dignité ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ses propres actes. Et cela s'applique aussi aux autres. Ne juge pas par ce que quelqu'un dit de toi, juge par la façon dont il vit ce qu'il dit. La vérité se cache dans les gestes, dans la constance, dans les petits détails qui n'ont pas besoin d'applaudissements. Crois en celui qui respecte sa parole par des actes, pas en celui qui répète des phrases pour paraître correct.